Franchement, j'aime bien dans les espadrilles. Non, l'espadrille. Et je me dis, cette année, enfin, il fait moche là, c'est chiant quoi, c'est fini quoi. Non, faut espérer encore, moi je laisse. Ah oui, je voulais regarder c'est quoi son nom à Abel Quentin en vrai, parce que j'avais vu qu'il s'appelait Albéric de quelque chose, je crois. Albéric de Gaillardon, il s'appelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du roman de Abel Quentin, Albéric de Montagon, je sais plus quoi, Cabane. Mais avant ça, on va faire une petite page de pub pour le magazine littéraire qui est sorti et dans lequel je conseillais justement ce livre. Chini, super magazine littéraire. Avec de nombreux dossiers. L'état actuel de la critique littéraire, le purple washing dans les librairies, ou la droitisation du milieu éditorial français. Chini, bien lire, c'est le début du bonheur. Avec Michel Simès. Alors, de quoi parle Cabane ? En fait, Cabane va reprendre l'histoire des 4 personnes qui ont fait un rapport alarmiste sur l'état des ressources sur la Terre et sur la crise écologique qui nous guette, et va suivre chacun de ces destins, d'abord donc les Dundee, je crois, un couple américain dont le mari est plutôt issu d'une famille mormone, Kerio qui est un Français, et qui est un Français, je sais pas, un peu libertaire, ou qui en tout cas qui va trahir ses idéaux de jeunesse, enfin, en admettant qu'il avait des idéaux, pour l'argent et le pouvoir, quoi. Et un Norvégien qui s'appelle Gudson, qui sera donc une figure, vraiment la figure centrale du roman, et puisqu'en fait il va disparaître, il va laisser des indices sur sa vie, et un journaliste va donc essayer de le retrouver pour comprendre... En fait, on sait même pas vraiment pour comprendre quoi, parce que justement l'un des problèmes du livre de Abel Quentin, c'est que il dit tellement de choses qu'à la fin, on ne sait plus trop ce qu'il a envie de raconter. Le livre d'Abel Quentin, donc Cabane, qui est son 3e, est pour moi moins bon que le second que j'avais lu il y a quelques années, tout en... Il faut en plus recontextualiser le personnage en disant quand même que il y a pas longtemps, dans ma vidéo justement sur le Aurélien Bélanger, je parlais du printemps républicain, de Caroline Fourest, etc., etc. Et en gros, Abel Quentin s'inscrit quand même plutôt, je dirais, vu ses obsessions, dans ce courant de pensée, entre guillemets. C'est-à-dire que son premier roman est sur la radicalisation islamiste, son second roman est sur la cancel culture, et là, celui-ci, c'est sur l'écologie, mais il va avoir un regard dessus, on va dire, très centriste, d'extrême centre, c'est-à-dire qu'il va mettre dos à dos, d'un côté, les méchants libéraux, ultra-libéraux, mais on a l'impression que que les différents personnages ne reconnaissent pas en quoi ils participent eux-mêmes de ce libéralisme, et à côté de ça, va mettre les complotistes, populistes, écologistes, tous les extrémismes, en disant en plus, à un certain moment, que ceux-là sont pires finalement que les libéraux, sauf que bon, écologiquement parlant, ça reste encore à prouver. La maison d'édition qui l'édite, c'est celle par exemple de Gaspard Koenig dont j'avais parlé l'an dernier, et qui se spécialise quand même dans tout ce type de panique morale, en faisant souvent des livres, des thrillers politiques, des romans politiques, qui essaient d'avoir un regard surplombant, enfin vraiment ce que je dis, quoi, d'extrême centre sur le monde, mais finalement un peu condescendant ou méprisant envers la plupart des personnages. Celui-ci est mieux quand même que Humus de Gaspard Koenig, parce que Abel Quentin écrit un petit peu mieux, mais il reste quand même globalement assez inégal. C'est-à-dire qu'on va avoir des passages qui sont parfois très ennuyeux, et c'est pour ça que j'ai mis ça comme miniature, c'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment où il veut aller, il nous perd dans des digressions qui n'ont aucun intérêt en fait pour le lecteur. Et à côté de ça, il y a parfois des passages qui sont assez bons, je dirais même, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont très bons. Je parle de lui avec autant d'âpreté que pour mes propres livres, ça dit en passant. Le principal problème, je dirais, au niveau de l'écriture d'Abel Quentin, et c'était quelque chose que j'avais déjà repéré dans son dernier Le Voyant des Tempes, c'est qu'il a du mal vraiment à se défaire de ses automatismes. Au niveau langagier, enfin, il va faire du prêt à écrire, quoi, un peu, beaucoup de clichés, des phrases qui parfois semblent... Ouais, vraiment, on a vraiment l'impression qu'il écrit en automatisme sans... Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps, sans vraiment réfléchir aux effets qu'il a envie à la singularité de son regard, il n'a pas vraiment envie de la mettre en scène, quoi. Il va avoir tendance à utiliser, comme je le disais, beaucoup de clichés d'écriture, mais en même temps, ça dépasse aussi le côté stylistique, puisque ces personnages aussi sont des archétypes, ont des structures très éculées, quoi. Chacun est, voilà, quoi, un sociotype ou un archétype, ou je sais plus la différence entre les deux, mais ouais, sociotype, ce serait au niveau des catégories sociales, je pense. Chacun représente une idée.
Mais il a tellement d'idées qu'il y a beaucoup de personnages, et que ces personnages ne dépassent jamais cette idée de base qu'il a voulu donner. Par exemple, on a le gourou, quoi, le gourou sectaire qui est un ancien scientifique légèrement autiste. C'est le genre de truc qu'on a déjà vu. En plus, ça ressemble beaucoup à des séries. Le début du livre, d'ailleurs, me faisait régulièrement lever les yeux au ciel parce que je trouvais que ça faisait vraiment blockbuster, quoi. Je trouvais que la manière dont il introduisait ses personnages principaux, ça faisait vraiment le crew, je sais pas si on dit comme ça, dans des films de super-héros ou dans des trucs comme ça, où chacun a un super pouvoir, quoi. Il va y avoir, même si là c'est au niveau scientifique, donc mais voilà, une sorte de série ou de film Netflixable, quoi, où chacun sera là comme ça, et puis il y a le robot, et puis il y a le chef qui est au milieu, et qui est là, et qui leur dit ceci et cela. Donc j'avais vraiment peur déjà de cette structure, mais enfin, j'ai été plutôt agréablement surprise de voir qu'il s'en défaisait au fil des pages pour partir sur une sorte de quête avec un autre personnage qui intervient, et qui va donc chercher celui dont je parlais, qui est le Norvégien, qui est cet homme très mystérieux, qui a disséminé des indices sur sa vie. Enfin, il les a disséminés plus ou moins volontairement, on va dire. Et donc on quitte un peu ce truc éculé de super-héros qui vont venir sauver le monde avec les obstacles et tout ça, quoi. Donc j'avais un peu peur, moi, justement, de ça, que ce soit vraiment trop centré sur le rapport, et que ça montre finalement tous les obstacles avec les passages obligés, enfin un truc, le genre de schéma type sur comment sauver le monde, quoi. Et finalement, non, c'est pas vraiment ça, ça va avoir ce côté un peu foutraque, qui ne serait pas vraiment désagréable à lire si on sentait qu'il avait une idée quand même assez claire de ce qu'il voulait nous dire, quoi. J'aime beaucoup les romans foutraques, moi, mais enfin, j'aime quand ils ne sont pas frustrants, et celui-ci était plutôt frustrant, parce qu'une fois qu'on a terminé, on était bon, tout ça pour ça. Parce que, comme je disais, enfin, le grand antagonisme, qui est donc ce Gutzon, ben, c'est un personnage vraiment type de gourou, et comme je disais, on sent qu'il y a toujours ce truc-là de la peur de l'horizontalité, quoi. C'était un truc que j'avais vu déjà chez Devers, et là on la reconnaît, le fait que les réseaux sociaux, les complotistes, les populismes sont là à donner la parole à n'importe qui, et que ce n'importe qui va se servir des affects les plus bas du peuple, et que du coup ça va amener à la catastrophe, etc. etc. Avec parfois en plus il fait dire à ces personnages des trucs assez chelous, par exemple une sorte de promotion de Balthus. Donc je sais pas si vous savez qui est Balthus, mais bon, c'est un peu... Surtout qu'il le fait pas dire à son personnage le plus problématique, on va dire entre guillemets, mais à un personnage qui est plutôt montré d'une manière positive. Sur le côté, on sent aussi qu'il y a une critique presque plus profonde du consumérisme que du capitalisme. On sent qu'il y a une peur de la plèbe, quoi, qui est en train de se multiplier, et que, enfin, même si c'est la peur qu'il essaie de retranscrire venant de ses personnages, on sent que sa vision de l'écologie, c'est ça, c'est que les gens devraient arrêter de consommer, de se multiplier, il y a un côté un peu, comme je disais, condescendant, paternaliste, quoi, dans cette vision-là. À côté de ça, les personnages, donc, qui sont très stéréotypés, au point où c'est dérangeant quand c'est des personnages féminins, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un personnage féminin intervient, on va savoir son degré, comme je disais, de baisabilité ou de non-baisabilité, selon qu'elle soit jeune ou pas jeune, avec, enfin, vraiment Je croyais pas, moi, au concept du male gaze jusqu'à il y a pas si longtemps, mais c'est vrai qu'on retrouve tellement ce truc de la caméra, même si au niveau d'un livre, mais quoi, la caméra sur les seins, sur les fesses, sur tout ce qui peut être attirant chez une femme, dans certains romans, que je commence à me dire que il leur donne raison, tous ces auteurs-là qui se veulent, je sais pas si c'est pensé ou si c'est pour paraître subversif, un côté Houellebecquien ou un truc comme ça, quoi. Surtout que je me dis, enfin, il faudrait vraiment qu'il tape dans son truc de recherche de Word ou de je sais pas sur quoi il écrit, les mots jeunes et vieilles. Parce que, enfin, dès qu'il parle d'un personnage féminin, c'est vraiment l'adjectif qui revient. Je pense parfois ça doit revenir 5 fois dans la page ou un truc comme ça, quoi. On pourrait dire qu'il a un côté presque homophobe dans encore une fois, les stéréotypes qu'il met en scène par rapport aux personnages homosexuels, et même psychophobe, parce qu'il y a le truc de la peur de la maladie mentale, enfin vraiment on reprend le truc de psychophobe au sens propre, quoi, vraiment au sens littéral. On sent qu'il remet ce truc qui finalement disparaissait un peu avec les années de « Ah, la maladie mentale, ça cause des gens qui sont sociopathes, ça cause des gens qui peuvent être dangereux pour la société », et on se retrouve dans un ressucé de Split et tous ces films où le grand méchant, en fait, c'est avant tout quelqu'un de malade, quoi. Et enfin, ce qui est globalement plutôt faux, puisque les gens qui souffrent de maladie mentale, en général, ont plus tendance à être victimes que agresseurs, ou enfin, subissent plus de violence finalement qu'elles n'en prodiguent aux gens. Prodigue, je sais pas si c'est le mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz, oui, là tu fais ton bingo, c'est vrai que ça fait un peu le truc vachement, je fais mon bingo, c'est sexy, c'est homophobe, c'est nanana. Si le livre était bon,
je sais même pas si je le dirais. En fait, il y a des livres qui ont des visions très problématiques de la femme ou d'autres sujets comme ça, quoi, et qui, à côté de ça, sont vraiment bons, et ça nous fait finalement presque, peut-être pas excuser, mais en tout cas mettre de côté et nous dire, bon, c'est peut-être réducteur de voir le livre que comme un truc, une critique du féminisme ou je ne sais quoi. Sauf que là, ça revient trop, c'est caractéristique quoi, du livre. Il n'y a pas assez en fait de choses différentes à nous mettre sous la dent pour ne pas préciser ça quoi. En fait, sinon ma chronique ne durerait vraiment pas longtemps quoi. L'idée principale, comme je dis, du livre, c'est ça, c'est c'est un peu comme une sorte comme celui de Bélanger, sauf que je disais justement dans celui de Bélanger que c'était une grande galerie de portraits, sauf que cela était vraiment je sais pas, singulier quoi. Et là, ils le sont pas du tout. En fait, c'est tellement des archétypes que on sait pas trop quoi, enfin on sait pas si le livre nous a apporté quelque chose, est-ce qu'on a eu du plaisir à la lecture ou est-ce que ça nous a vraiment fait réfléchir sur la question écologique? Non, pas vraiment, même si c'est pas forcément le but de la littérature, mais si ça fait pas réfléchir, autant qu'il y ait une jouissance esthétique, ce qui n'est pas le cas ici. Comme je disais, en plus le côté paternaliste, pour certains personnages par exemple, je sais plus comment il s'appelait, Patrice quelque chose il me semble, où vraiment il y a ce côté, les gens qui sont victimes des dérives sectaires, on va dire, par rapport à l'écologie et tout ça, oh là là, il y a un côté vraiment où il est condescendant, où il regarde ça de l'extérieur, quoi. Il laisse pas ces personnages vivre, et on n'a pas l'impression en fait qu'il a essayé vraiment de se mettre dans leur peau, d'essayer de comprendre, d'être empathique avec eux pour comprendre les mécanismes à l'œuvre qui peuvent pousser les gens à croire des trucs de perlimpinpin, quoi, comme dirait notre cher président. Il fait pas ça, quoi, en fait, on sent qu'il veut, et c'est vraiment le défaut que je disais pour tous ces petits auteurs, là, Koenig et compagnie, ils veulent faire passer un message, bon là il est confus en plus, mais bon bref, ils veulent faire passer un message, donc ils vont jamais aller au-delà de leur a priori, quoi, ils vont juste mettre en scène leur a priori sur tous les trucs qui les dérangent dans la société, et là on voit très bien ce que c'est-à-dire le côté, justement, n'importe qui peut parler, n'importe qui peut faire n'importe quoi, puisque maintenant, il n'y a plus de hiérarchie dans la société, dans les messages, et dans les... Enfin, un truc très dominant, quoi. Ça va jamais à l'encontre du discours dominant, qui est celui de la peur, justement, d'une réappropriation par le peuple, puisque finalement ce serait ça un populisme, quoi, des enjeux, finalement, qui les guettent, quoi. S'il le montre, ça va être montré que de manière négative et de manière totalement exceptionnelle, puisque finalement une dérive sectaire, même si c'est quelque chose qui existe, qui est grave, c'est une des variantes qui est possible de la réaction que les gens peuvent avoir face à la crise écologique. Enfin, on ne devient pas tous gourous dans la Creuse avec des colliers en maille, en fille. Ça met pas en scène comment certaines personnes se réapproprient ces combats-là, se les approprient justement, d'une manière qui est efficace, qui permet vraiment... Enfin, efficace, je sais pas, mais en tout cas qui permet d'avoir une pensée, une réflexion sur la question écologique, quoi. Ils les ridiculisent, et finalement, je crois que c'est ce qu'ils faisaient aussi avec la cancel culture, c'est vraiment... Enfin voilà, quoi, je pense que Christophe Barbier va aimer ce livre. Est-ce que ceux qui aiment vraiment la littérature vont l'aimer? Je pense que certains passages, peut-être, parce qu'il faut pas vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils sont trop rares, je pense, pour vraiment en faire un livre mémorable. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc ce que je disais aussi, c'est que le côté très cinématographique qui peut être un peu dérangeant, même s'il se dissipe un peu au fil des pages, mais je trouve qu'il a une manière parfois vraiment de cadrer son récit, de le mettre en scène qui... On sent que... Je sais pas si c'est conscient ou si ça l'est pas, mais on a l'impression qu'il aimerait bien que ce soit adapté en série, et d'ailleurs ça ferait certainement une série potable, j'imagine. Voilà, je voulais vous poser une question, là, je sais pas si vous avez vu, il y a la liste du Goncourt qui est sortie la semaine dernière. Je me tâte un peu à les lire, dites-moi si vous avez envie, il me reste 2 ou 3 livres en plus sur ma liste dont je parlais. J'avais un peu envie de finir cette liste et après de m'y mettre éventuellement, mais en même temps ça me gonfle un peu, parce que j'ai vu déjà qu'il y avait plein de... Enfin, c'est vraiment les passages obligés de la rentrée littéraire, là, la liste du Goncourt, j'ai l'impression que, à part certains, je pense au Génada, peut-être Maëlys de Kerangal, dont j'entends pas mal de bien, il y a au moins 3 livres, justement, retour aux sources, là, en Algérie, au Maroc, ou ce genre de truc dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment le marronnier, un peu, un des marronniers, parce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres variantes, je sais plus lesquelles exactement, mais j'ai regardé, ça me disait pas trop. Est-ce que vous voulez me voir, finalement, me laisser aller à mon sadisme, ou est-ce que vous voulez me voir plutôt lire des livres plus intéressants, peut-être des classiques, ou des livres qui me disent plus?
Moi, les deux m'amusent. Hein. Je sais que là, dit comme ça fait oui, est-ce que je dois lire des livres de merde ou est-ce que je dois lire des super livres pour vous plaire, gna gna gna. Franchement, si vous me dites, allez, amuse-toi avec le Goncourt, je vais sûrement m'amuser, peut-être que ce sera marrant à regarder. Donc, dites-moi en commentaire. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Chini, chini.